On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. À chaque fois que j'écoute les gens qui composent le gouvernement russe, je me rends compte que Poutine est très modéré, très même comparé à ceux-là. Le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, s'en est pris avec virulence aux dirigeants français à l'occasion d'une interview diffusée le 21 mars par BFM TV. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Bon, déjà, je trouve que c'est très mal joué de la part de BFM / de la France d'envoyer ce journaliste faire l'interview. Et pour une simple raison. Regardez-le à côté de Tolstoï. Le représentant russe est massif, imposant. Il est à l'image de la Russie en fait, et à l'image que la Russie veut transmettre au monde. Et le journaliste français, il est petit, chétif. Mais c'est l'image de la France, ça. C'est l'image que la France veut représenter. Inconsciemment même, on voit une différence de puissance entre la Russie et la France dans cette interview. Donc, la communication visuelle et imaginaire est très mauvaise. Si Tolstoï fait même un petit mouvement brusque par accident, le journaliste français est au sol. Il se retrouve au sol direct. Même s'il trébuche seulement, c'est fini. Le français ne pourra même pas le relever, en fait. Vraiment, très mauvaise idée d'envoyer ce gars. C'est une très mauvaise communication subliminale. Entrons dans le vif du sujet. Dès le début de l'interview, le journaliste demande aux représentants russes pourquoi est-ce que les relations entre la France et la Russie se sont autant gâtées. Et là, Tolstoï fait comprendre que c'est à cause de la France, que c'est de la faute de la France. Il explique que la France a oublié l'histoire de l'Europe et qui les avait vraiment aidés dans cette histoire. Qu'est-ce qui ne va plus entre la France et la Russie? Pourquoi ça ne marche plus? Ça marche plus parce que les Français ont pensé qu'ils ont droit de donner des leçons à des Russes. Après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Monsieur Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa. Il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. L'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils à Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. Interrogé sur le fait que Emmanuel Macron refuse une issue du conflit défavorable pour l'Ukraine et s'interdise de se fixer des limites face à la Russie, le représentant russe a déclaré, je cite, « Il y a 147 citoyens français qui ont été tués en Ukraine. » Tolstoï a ainsi remis en avant les mercenaires français qui seraient passés par l'Ukraine au cours des 2 dernières années du conflit. Les tensions sont parvenues à un niveau jusque-là jamais atteint entre Paris et Moscou. L'interview de Piotr Tolstoï a également donné lieu à quelques règlements de compte. Donc la France, vous la connaissez, vous l'avez aimée. Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi vous ne nous aimez plus? Mais pourquoi je dois vous aimer? Vous avez entamé 19 000 sanctions contre mon pays, vous menez une guerre économique, vous mentez sur la Russie chaque jour sur BFM et toutes les provocations qui, durant ces 2 ans, ont déjà passé dans la presse contre la Russie et qui font l'image de Russes comme les gens qui mangent les enfants le matin. Donc, écoutez, on n'a pas, mais on peut pas accepter ça. Toujours en train de chercher l'amour. Ça me rappelle que même quand on les a chassés, quand on a chassé les militaires et les officiels français de l'Alliance des États du Sahel, ils ont posé la même question. Pourquoi est-ce que vous ne nous aimez plus? Alors, laissez-moi répondre. On ne vous a jamais aimé en fait. Vous vous êtes imposé dans la vie des gens comme des parasites. Toujours là à brandir votre lâcheté une fois que la guerre est finie et que d'autres personnes ont mené des batailles à votre place. La diplomatie exige une certaine courtoisie, sinon personne ne vous aime et nulle part. Les touristes les plus chassés au Japon, ce sont les Français. Les touristes les plus chassés en Afrique, ce sont les Français. Les plus chassés aux États-Unis, ce sont aussi les Français. Vous êtes les premiers à attaquer, les premiers à brimer, à menacer, à enfreindre les règles, à ne pas respecter votre parole. Mais vous demandez pourquoi est-ce qu'on ne vous aime pas? Allez chercher l'amour loin.
Même en Europe, les gens les moins appréciés sont les Français. D'ailleurs, même en France, vous n'aimez pas les Français. Au lieu de vous remettre en question, vous rejetez toujours la faute sur les autres. Pourquoi vous ne nous aimez pas? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Alors que vous savez très bien ce que vous faites de mal. Bref, revenons à l'interview. Tolstoï explique que les présidents occidentaux n'ont aucune parole, que les dirigeants occidentaux en règle générale n'ont aucune parole. Donc ils ne peuvent pas leur faire confiance. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire, avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. À un moment dans l'interview, il fait très bien comprendre qu'ils ont déjà les plans pour détruire la France en cas de guerre ouverte. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr. On calcule quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Tolstoï explique ensuite aux journalistes que l'Ukraine est russe. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est parce que les dirigeants russes considèrent l'Ukraine comme étant russe que l'Ukraine n'est pas encore détruite. En fait, cette opération militaire spéciale est perçue par la Russie, ou du moins par les dirigeants russes, comme étant une guerre civile. Le but, c'est de prendre le territoire et non de détruire le territoire. Si la Russie met à lancer des missiles à tout va et à détruire les infrastructures, non seulement ce sera à la Russie de reconstruire après, parce qu'ils considèrent que c'est chez eux, mais surtout, ils considèrent que c'est une population russe qu'ils vont tuer. Donc, la Russie ne galère pas depuis 2 ans. Elle essaie d'avoir un territoire en faisant le moins de dégâts possible. Pour ceux qui disent que non, depuis 2 ans, la Russie galère avec l'Ukraine, alors la France va seulement les écraser. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Historiquement, bien sûr, personne ne conteste la culture commune entre ces terres et la Russie. C'est pas la culture commune, c'est la même culture parce que c'est le même peuple. Mais Ukraine, c'est mon pays. Mon arrière-grand-père était le maire de Kiev. C'est mon pays. Et je veux pas que mon pays devienne un pays nazi, comme aujourd'hui. Mais les choses changent. Je veux pas que mon pays parle une autre langue. Et je veux pas que mon pays sera en base de l'OTAN pour les missiles contre mon pays. Et je veux pas que mon pays, Ukraine, restera sous la dictature des pays occidentaux et de l'OTAN. Depuis l'éclatement du conflit entre Moscou et Kiev, Paris est devenu un soutien pour l'Ukraine en envoyant notamment du matériel militaire et en formant des soldats ukrainiens. Du matériel tel que des canons d'artillerie César ou encore des chars MAX-10 envoyés à l'Ukraine pour, objectivement, tuer les soldats russes ou même la population sans vergogne. La Russie, quant à elle, dénonce l'implication croissante de Paris en Ukraine depuis le 16 janvier et l'annonce par Emmanuel Macron de la livraison de 40 missiles supplémentaires à Kiev. Le refus du président français d'écarter une envoi de troupes occidentales en Ukraine a ensuite dégradé les relations entre les deux pays. Selon le quotidien Le Monde, le chef de l'État français étudierait cette possibilité depuis juin 2023. Le 19 mars, le directeur de renseignement extérieur russe a déclaré, selon les informations de son service, qu'un contingent de 2000 hommes serait déjà en préparation pour être envoyé en Ukraine. Lors d'une interview le 13 mars, Vladimir Poutine avait averti que la Russie n'aurait pas de ligne rouge contre ceux qui n'ont pas de ligne rouge envers elle. Le dirigeant russe a toutefois laissé une porte de sortie à Paris en disant lors de sa réélection le 17 mars que la France pourrait jouer un rôle dans la paix. Tout n'est pas perdu. Revenons en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest où au Nigeria, il se passe des choses inquiétantes. L'armée nigériane a annoncé qu'elle avait réussi à éviter une tentative d'enlèvement et a empêché l'enlèvement de 16 victimes dans une communauté de la région de Kajuru, dans l'état de Dakuna au nord-ouest du pays. Mais la même nuit, des terroristes ont attaqué une autre communauté à Kajuru et ont enlevé des dizaines de personnes. Au cours des 2 dernières semaines, le nord du Nigeria a été le théâtre d'au moins 6 attaques ayant conduit à des enlèvements massifs. Ce dernier incident montre que des bandes criminelles violentes, soupçonnées d'être affiliées au groupe Ansarou lié à Al-Qaïda, ont intensifié leur activité dans cette région. Ces 3 dernières semaines ont donc été difficiles pour le gouvernement nigérian qui a été contraint de mobiliser des ressources en matière de sécurité pour tenter de sauver des centaines de victimes d'enlèvement. Jusqu'à présent, aucune victime n'a été retrouvée.
La recrudescence de l'anarchie montre que des gangs criminels armés déjouent les plans des forces de sécurité nigérianes qui malheureusement restent à la traîne. Il y a plein de personnes qui ont critiqué les autorités pour ne pas avoir agi assez rapidement et avoir ainsi encouragé la multiplication des incidents violents. Issa Sanoussi, directeur régional de Amnesty International pour le Nigeria, a déclaré que, je cite, « Le gouvernement ne prend pas au sérieux la protection des vies et des biens. Les fonctionnaires ne placent pas cette question sur leur liste de priorités. S'ils étaient sérieux, nous aurions vu des changements. Nous aurions constaté une amélioration de la sécurité. » Le premier enlèvement de ce mois a eu lieu le 6 mars dans l'état de Borno, au nord-ouest du pays. Des militants présumés ont attaqué une ville isolée et enlevé au moins 200 personnes. Et la plupart de ces 200 personnes étaient des femmes et des enfants. Ils les ont enlevées dans un camp de personnes déplacées à l'intérieur du pays alors qu'elles étaient à la recherche de bois et de chauffage. Malgré le lancement d'une opération de recherche et de sauvetage, l'armée n'a pas réussi à ramener les personnes qui ont été enlevées. Le lendemain de cet événement, soit le 7 mars, environ 300 élèves et enseignants ont été enlevés par des hommes armés dans une école à Kaduna. Le gouvernement de l'État a annoncé par la suite que 28 des élèves avaient échappé à leurs ravisseurs. Le 9 mars, des hommes armés ont enlevé 15 élèves dans une autre école dans l'État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria. Ils les ont kidnappés lors d'un raid à l'aube. 2 jours plus tard, des bandits ont de nouveau attaqué la zone gouvernementale locale de Kajuru dans l'État de Kaduna. Et cette attaque s'est soldée par l'enlèvement de 61 personnes. Les dernières attaques ont également eu lieu à Kajuru, où plus de 100 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été enlevées par les terroristes. Les promesses faites par le président Bola Tinubu de donner aux forces armées les moyens de lutter contre l'insécurité ont fait l'objet d'un examen minutieux à la lumière de ces enlèvements massifs. On ne sait pas exactement pourquoi il y a eu une augmentation des enlèvements ces derniers temps, mais il y a eu des rapports dans le passé où les femmes enlevées ont été forcées à faire plein de trucs pour leurs ravisseurs. Des hommes armés ont demandé des rançons pour libérer des étudiants enlevés au début du mois, mais les autorités insistent sur le fait qu'aucune somme d'argent ne sera versée. Les enlèvements contre rançon sont courants au Nigeria, mais il est illégal de les payer. Je trouve qu'il y a une coïncidence entre ces événements et le fait que le Nigeria ait levé les sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée-Conakry. Le Nigeria a aussi remis l'électricité, alors que l'Union européenne et la France en particulier avaient insisté pour que soient gardées les sanctions. Est-ce que c'est donc une forme de punition ? Soit c'est ça, soit un autre réseau de trafic humain en train de prendre de la puissance dans la zone. Je vous tiens au courant dès qu'il y aura plus d'informations. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.